Donc ce matin, la thématique, comme vous le savez, c'est la question des collections vestimentaires dans les musées. Hein, voilà, on a délibérément choisi le thème de vestimentaire et non pas de collection textile parce que on trouvait qu'elle posait des questions distinctes et il nous semblait intéressant de les aborder par ce biais. Petit point technique, du coup, François, je te laisse peut-être faire entrer les personnes là qui se connectent encore, parce que voilà, j'ai chaque fois une. Voilà. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons 3 participants à dans un premier temps d'échange sous forme de table ronde et voilà, que je vais vous présenter dans un instant. L'idée, c'est que ce temps d'échange dure, on va dire, une grosse demi-heure, 3/4 d'heure pour pouvoir ensuite, avoir cet échange plus large avec vous tous. Alors ce matin, donc, non pardon, ils ne sont pas 3, ils sont 4. Voilà, je compte mal, excusez-moi. Donc, Nathalie Gaillard, qui est, la responsable directrice, pardon, du musée de la chemiserie et de l'élégance masculine. Solène Boenec, oui, pardon, qui est, directrice scientifique du musée, Bigoudin de Pont-Aven. Jean-Pierre Le Thuillier, professeur honoraire, spécialiste de l'histoire des costumes et fondateur et premier président du GIS à Corso, dont tu vas nous parler dans quelques instants, Jean-Pierre. Et aujourd'hui, je crois président, tu me dis vice-président, hein, c'est ça? On ne t'entend pas, Jean-Pierre. Oui, je suis directeur adjoint. Voilà, pardon. Oui, directeur adjoint, pas vice-président, excuse-moi. Et puis, à côté de moi, Candice Runderkamp, donc du musée alsacien, qui est mon adjointe, responsable chargée des collections et plus spécifiquement en charge du fonds textile. Voilà, donc je vous laisserai de toute façon quelques temps aussi pour, voilà, pour présenter en 2 mots vos institutions, les problématiques, mais peut-être très rapidement quand même en guise d'introduction. Voilà, la question des collections vestimentaires dans nos écomusées et musées de société. Voilà, à gros traits, on peut dire qu'il y a plus 2, voire 3 cas de figure, c'est-à-dire des musées qui sont les anciens musées d'art et tradition populaire, des musées régionaux, d'ethnographie régionale, pour lesquels, en fait, voilà, il y a souvent des collections, des fonds de collection costumes anciens, ou en tout cas qui remontent souvent à la fondation de ces établissements et qui sont en grande partie au moins focalisé sur ce qu'on va appeler les costumes régionaux. On va parler de ça, mais également dans ces mêmes musées, il peut y avoir aussi d'autres types de collections vestimentaires qui n'appartiennent pas forcément à cette typologie de vêtements. Et puis évidemment, il y a des collections vestimentaires dans d'autres musées de société et écomusées, qu'il s'agisse de musées spécifiquement dédiés à certains aspects du vêtement ou à la totalité du vêtement, ou des thématiques plus larges dans lesquelles, effectivement, peuvent se retrouver des pièces vestimentaires. Donc, un grand nombre, finalement, de nos institutions sont concernées par cette thématique et je pense que voilà, ça ressort bien aussi voilà, dans la participation à cette matinée d'échange, hein, puisqu'on est près d'une trentaine. Voilà, et puis, voilà, donc il y a aussi cette question, finalement, de savoir qui a des collections vestimentaires dans ces fonds. Plusieurs structures se sont engagées dans un travail de cartographie à l'échelle nationale, hein, notamment le travail d'Accorso, dont nous reparlera Jean-Pierre, également celui de Culture Mode, hein, qui a engagé aussi un travail à l'échelle de l'Île-de-France et qui commence aujourd'hui à s'élargir. Ce qu'il faut aussi souligner en guise de préambule, c'est finalement le niveau de connaissance très inégal, à la fois selon les institutions, mais même on le voit peut-être quelquefois selon les échelles géographiques de ces collections vestimentaires. Certains territoires, par exemple, tels que la Bretagne, sont assez engagés, hein, a déjà mené pas mal de travaux depuis plusieurs années, hein, et ce voilà, pour diverses raisons, sur ces collections vestimentaires, alors que d'autres territoires voilà, sont moins avancés, les travaux s'engagent et la réflexion s'initie. Enfin, et avant de laisser la parole à nos participants, voilà, évoquer aussi que voilà, des travaux commencent à s'engager. Je pense
voilà, peut-être un dont vous avez déjà entendu parler, qui est le Vademecum, édité par l'AGCCPF d'Île-de-France, sur la question de des collections, la conservation préventive des collections textiles dans nos musées, qui a été publié en 2020. Mais il y a également des travaux qui croisent en fait des approches scientifiques et des approches muséographiques. Et pour nous en dire quelques mots, Jean-Pierre, je vais te laisser la parole, te présenter peut-être en 2 minutes, et puis un petit peu parler justement des travaux, des colloques qui se sont tenus récemment. Et puis ensuite, voilà, on va enchaîner sur ce rapide tour de table avant d'entrer dans le vif du sujet directement. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Pierre. Merci Marie. Je serai très rapide, hein, mais je vais rebondir tout de suite sur ce Vademecum de l'AGCCPF, des conservateurs d'Île-de-France. Il y a en collaboration entre Accorso et l'AGCCPF la fabrication d'une carte interactive des collections textiles des musées d'Île-de-France avec Alexia Fontaine. Culture de mode, comme tu le disais, a participé également à ce travail et ça devrait se traduire par la mise en ligne sur le site d'Accorso dans le courant du mois de septembre ou du mois d'octobre, on a un petit peu de retard tout de suite, d'un article d'Alexia Fontaine et d'une carte interactive, de la carte interactive dont on parlait déjà depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est un premier acquis qui est un exemple de collaboration entre musée et centre de recherche, puisque Accorso est fondamentalement un pont entre la recherche muséale et la recherche universitaire. C'est notre raison de vivre, si je puis dire, d'associer le travail des musées au travail des universités, et ce, à l'échelon international, puisque Accorso est représenté dans une douzaine de pays à travers l'Europe. Et pour illustrer les choses, nous avons effectivement organisé une série d'événements scientifiques, de colloques ou de journées d'études qui vont paraître un petit peu en rafale au courant de l'année 2023. Il y a d'une part le colloque qui s'est tenu à Strasbourg et Haguenau en mai 2018, qui remonte maintenant à un peu plus de 4 ans, mais ça va paraître l'année prochaine, sur le thème collecte, exposition et recherche des collections textiles et vestimentaires dans les musées de petite et moyenne taille, avec un certain nombre de questions qui vont être soulevées aujourd'hui, des expériences intéressantes, de croisement d'expériences, de Nauplie en Grèce, Stuttgart en Allemagne, Rennes en France, et je pourrais en citer d'autres, où justement les collections textiles les collections vestimentaires sont mises en perspective par des questionnements qui me semblent entièrement nouveaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est intéressant quand même de dire que bien souvent, il y a l'idée de confronter des collections de vêtements d'origine locale à des vêtements qui sont ceux de la globalisation, de la mondialisation, de jouer sur la différence des échelles pour arriver à questionner les collections vestimentaires. Une autre thématique, une autre expérience intéressante est celle des Wardrobe Studies, en fait des garde-robes individuelles qu'on suit au cours d'une vie avec des interviews de la personne qui permettent de réinsérer les manières de consommer le vêtement dans des problématiques d'histoire culturelle beaucoup plus larges. Une autre journée d'études qui s'est tenue l'année dernière sur le thème du catalogage et des problèmes de dénomination des pièces des collections textiles. Ça s'est tenu le 11 septembre de l'année dernière en 2021, donc à Paris. Et là aussi, des questions qu'on va retrouver aujourd'hui et qui paraîtra en ligne dans le courant de l'année 2023. Et puis en juin 2022, à Corso, alors ça a été co-organisé avec la FEMS, Marie, je n'oublie pas de le dire, cette journée du 11 septembre 2021. Et au printemps dernier, un colloque à Mulhouse sur le thème du mannequinage
dans les expositions ou pour les présentations permanentes. Aziza Grill-Mariotte, qui l'a co-organisé, ne peut malheureusement pas être là ce matin, c'est bien dommage, mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, ça aussi, ça sera publié et ça paraîtra dans le courant de 2023. C'est dire que sur 2023, Accorso va offrir, sur les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, une série de croisements d'expériences, de réflexions, de questionnements avec des bibliographies, puisque ça c'est sous forme d'articles. Je pense qu'il y aura une matière assez riche qui, bien sûr, sera enrichie aujourd'hui par nos discussions. Merci Jean-Pierre. Solène, tu prends le relais voilà, pour présenter le musée Bigouden et la place qui occupe les collections vestimentaires en 2 mots. Et puis voilà, on enchaînera ensuite avec Nathalie et Candice. D'accord. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors le musée Bigouden effectivement est bien à Pont-l'Abbé, comme l'a reprécisé Laurence, et pas à Pont-Aven. Le musée Bigouden, qui est un musée qui n'est pas très vieux, qui a été créé en 1955 dans la droite ligne des musées d'art et tradition populaire. Il y avait des collections ethno, dont effectivement du textile. Il est resté en l'état de 55 à 2007 avec les mêmes collections exposées sous les néons. Enfin voilà, comme dans beaucoup de musées, il est resté figé. C'était devenu un musée du musée. Depuis 2007, il y a une petite équipe qui a été mise en place et depuis, c'est passé 1000 choses, dont un gros chantier des collections, enfin voilà, tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est un vrai petit lieu d'expérimentation, de recherche, de questionnement. Bon, on est une équipe qui est très resserrée parce que je suis la seule à travailler à temps plein, mais voilà, j'ai quand même des collègues. Voilà, on arrive à faire plein de choses. Aujourd'hui, le textile sera vraiment le cœur des collections parce que sur le territoire, donc c'est le lieu effectivement où s'est portée cette fameuse grande coiffe Bigouden, qui est en fait la coiffe de notre tout petit territoire et qui n'est pas du tout celle de la Bretagne. En Bretagne, il y a plein d'autres modes vestimentaires. Donc voilà, le musée parle de cette identité vestimentaire parce que effectivement les bigoudins enfin l'identité des bigoudins c'est beaucoup dite à travers le vêtement et aujourd'hui c'est quelque chose qui reste encore très présent dans les esprits. Donc voilà, on a autre chose, on a des collections ethno, enfin mobilier, voilà, mais les collections vestimentaires sont vraiment le cœur des collections. Oui, pardon, excuse-moi Solène pour le lapsus. Voilà, évidemment pour la baie et non pas Pont-Aven. Nathalie? Oui, bonjour à tous. Donc, je dirige le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine à Argenton-sur-Creuse, dans le département de l'Indre. C'est un musée qui est né dans les années 80 de la volonté de sauvegarder une industrie textile qui était encore très présente à Argenton et dans le département. Et puis, très vite, en fin de compte, l'histoire de la chemise s'est élargie à l'histoire du vestiaire masculin. Et donc, aujourd'hui, on a 2 grandes thématiques à l'intérieur du musée. Donc, cette thématique textile à travers le vestiaire masculin et une thématique plutôt industrielle liée à l'histoire de la confection. Donc, nous avons principalement des vêtements masculins. On a un peu de vêtements d'enfants et un petit peu de femmes, mais vraiment avec parcimonie. Et on traite du vestiaire masculin dans sa globalité, que ce soit donc le costume, mais aussi naturellement la chemise et les dérivés de la chemise, donc les vêtements de nuit. Puisque dans les ateliers de confection, donc dans les chemiseries, on fabriquait effectivement des chemises, mais tout ce qui était en lien avec le corps, donc caleçon, pyjama, chemise de nuit. Et puis, on a dans ces collections aussi des costumes, on va dire, civils et des costumes militaires. Voilà, on essaye de traiter un petit peu le vestiaire masculin dans sa globalité. Merci Nathalie. Candice?
Bonjour à tous. Alors, excusez-nous, on est un peu obligé d'être sur le même ordinateur pour des petits soucis techniques. Je suis adjointe et donc chargée des collections textiles notamment. Le musée alsacien donc est un musée quand même assez ancien puisque la Société du musée alsacien date de 1902, l'inauguration du musée 1907. Avec dès le commencement une grande place accordée au fonds de costumes, puisque les fondateurs du musée alsacien se rendaient dans les communes, dans les villages, pour collecter du vêtement, créer des silhouettes et voilà, faire tout un travail de collecte et de connaissance de toute la diversité du costume alsacien. Mais par rapport à la composition globale du musée, c'est vrai que nous n'avons pas que du costume. Il y a vraiment, voilà, ça rejoint de par de multiples points le musée Bigoudin, je pense, effectivement, des collections ethno, mobilier, céramique, verre, les collections sur les religions, les croyances, les superstitions. Voilà. Donc on a vraiment cette thématique costume qui est importante, mais effectivement, dans la gestion du quotidien, on a énormément d'autres collections également. Pour la présentation effectivement du musée, nous sommes donc 3 dans l'équipe de conservation. Notre conservatrice, moi et une assistante de conservation, et qui est davantage en charge de la collecte et du patrimoine culturel immatériel. Voilà. Pour la gestion des collections, c'est vraiment ma tâche de coordination. Voilà, effectivement, la composition du fonds costume, on a beaucoup de costumes traditionnels, des coiffes, châles, tabliers, robes, plastrons, mais également du linge de maison, voilà, tout ce qui est quotidien, hygiène, etc. Et avec une prédominance effectivement accordée aux costumes féminins. Alors, je vous propose de commencer donc, voilà, cet échange avec en fait, que j'ai proposé d'organiser en 3 points. Donc, le premier qui serait consacré en fait à la question de la gestion quotidienne de ces collections vestimentaires, la question du mannequinage, des rotations, voilà, tout cet aspect-là qui en fait nous occupe beaucoup dès lors qu'on a des collections vestimentaires et qu'on souhaite pouvoir les présenter au public. Le deuxième temps, en fait, on abordera plutôt la question de la documentation et la question des désignations des pièces, notamment lors des cas voilà, du costume régional. Hein, comment est-ce qu'on aborde des pièces qui sont quelquefois propres à certaines régions. Enfin, voilà. Et on verra voilà, tous ces aspects-là dans un contexte national pour pouvoir établir des comparaisons et même au-delà, hein, voilà, aller plutôt même à l'échelle européenne. Et puis enfin, le troisième temps, c'est voilà, qu'on souhaitait évoquer, donc c'était la question du propos qu'on pouvait, voilà, comment renouveler le propos sur ces collections vestimentaires, comment les intégrer aujourd'hui dans les questionnements qui sont ceux de nos musées aujourd'hui, au XXIe siècle, et comment également ces questionnements, cette place des collections vestimentaires avaient influé sur nos politiques d'acquisition dans ce domaine-là. Donc, voilà, premier temps, donc gérer les collections vestimentaires au quotidien, donc, et en premier lieu, la question des rotations, hein, puisque vous savez bien entendu tous que pour des questions de conservation, ces collections ne peuvent pas être présentées de manière permanente, mais voilà, en cela, ça n'est pas propre aux collections vestimentaires, c'est évidemment la même chose pour les papiers, pour les photographies, pour d'autres domaines, mais les collections vestimentaires posent également la question du mannequinage, et donc voilà, sont beaucoup plus complexes à présenter au public, et donc dès lors qu'on veut instituer une rotation, voilà, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande un savoir-faire, et si on peut imaginer aisément que dans les grandes institutions qui sont principalement dédiées aux collections vestimentaires, je pense par exemple évidemment à Galliera, voilà, cet aspect-là est pris en charge par un personnel formé, nombreux, compétent dans le domaine. Ce n'est pas forcément toujours le cas dans des musées
voilà, d'importance moindre ou pour lesquels les collections vestimentaires n'occupent qu'une partie du fonds. Donc voilà, l'idée c'était un peu voilà, de pouvoir déjà dans le premier temps échanger sur cet aspect-là. Et donc Nathalie, je te laisse nous partager ton expérience à ce sujet, donc quand même qui est pour le coup là, donc, là tu es un peu dans le rôle de comment dire, du musée qui a essentiellement des collections vestimentaires. Exactement, puisque donc on a une salle d'exposition permanente qui est consacrée à l'histoire de la chemise et plus largement donc au vestiaire masculin. Et donc tous les ans, nous changeons la totalité des pièces vestimentaires qui sont présentées dans cet espace. Donc le musée est fermé. On a fait le choix hein, depuis l'ouverture du musée en 93 de fermer au public de janvier à mi-février. Et c'était cette période donc que l'on change l'ensemble de ces collections. Alors dans la partie d'exposition temporaire, on a certaines vitrines dont on ne peut changer la thématique, donc on a une rotation par rapport au thème. On a assez de pièces qui nous permettent de le faire. Et puis d'autres vitrines peuvent être modifiées, le thème peut être modifié en fonction un petit peu aussi des acquisitions ou des opportunités. Mais c'est vrai que c'est un gros travail pendant 1 mois et demi, parce que c'est aussi l'occasion de travailler dans les réserves et sur notre base documentaire, on travaille nous sur Active Muséo, et d'enregistrer donc les pièces qui sortent, les pièces qui rentrent. Voilà, c'est pendant 1 mois et demi, c'est vraiment un travail de fond sur les collections. Et c'est vrai qu'on a assez de pièces pour pouvoir effectuer ces rotations. Merci Nathalie. Voilà, là je proposais donc voilà que Candice nous partage l'expérience qui est la nôtre au musée alsacien. Donc, comme elle le disait, les collections de costumes sont nombreuses, les collections vestimentaires, parce que ça représente quand même à peu près 10 000 pièces hein, de notre fonds, mais elles ne sont pas majoritaires. Hein, c'est un fonds parmi d'autres. Et ce qui se posait aussi pour nous comme question, c'est que peut-être à l'instar de la Bigouden, voilà, le public qui vient, pour le public qui va venir au musée à Pont-l'Abbé, qui souhaite voir des Bigouden, eh bien nous, les visiteurs qui viennent au musée alsacien viennent voir la coiffe à grands nœuds, même si de la même manière, voilà, c'est une coiffe parmi beaucoup d'autres, mais également aussi avec cette difficulté de pouvoir rendre le costume lisible, compréhensible, c'est de présenter des silhouettes complètes, alors que nos collections, tout en étant, comme je disais, importantes numériquement, ne nous permettent pas toujours de présenter une silhouette cohérente, complète, tout en assurant des rotations. Donc, par rapport à ça, on a fait un certain nombre de choix récemment mis en œuvre donc, dans notre salle costume qui a été inaugurée il y a voilà, quelques semaines à peine. Et alors, je vais essayer de partager mon écran, mais peut-être pendant que je fais ma manip, je te laisse commencer à en parler. Oui, bien sûr. Alors effectivement, nous avions depuis de trop nombreuses années, une salle des costumes, qui était, bien fournie disons puisqu'il y avait plus d'une dizaine, de silhouettes, donc dans notre salle costume un peu historique, avec effectivement, à chaque fois une silhouette qui représentait le costume, majoritairement féminin dans telle localité. Donc avec une petite étiquette, Geispolsheim, Mittesheim, etc. Qui avait l'avantage de présenter la diversité du costume et des coiffes. Parce qu'effectivement, la coiffe à grands nœuds noirs n'a été portée que à la fin du 19e siècle, aux environs de Strasbourg. Voilà, vraiment environ élargi de Strasbourg. Mais comme vous le savez sans doute, si elle est devenue si populaire et symbolique de l'Alsace, c'est bien pour des raisons historiques, puisque avec l'annexion de l'Alsace-Moselle, les artistes ont pris cette silhouette facilement reconnaissable pour incarner les provinces perdues, donc l'Alsace en tant que telle, donc vraiment presque à l'allégorie. Donc on a pris le parti de déposer entièrement cette salle parce que les costumes étaient bien sûr en souffrance, hein, trop d'expositions, empoussièrement, des mannequins pardon, non adaptés, en résine très rigide avec des articulations vraiment très compliquées. Nous avions des chemises qui étaient cousues en fait sur
sur le mannequin, des perruques voilà, en cheveux qui s'empoussiéraient énormément, des souliers qui étaient percés pour pouvoir faire passer le tenon pour maintenir le mannequin sur son socle. Enfin, voilà, vraiment des pièces textiles en souffrance. Nous avons, dans un premier temps, nous n'avons pas été en mesure en fait de remettre du costume immédiatement avec les confinements, les expositions, les tâches quotidiennes. Et donc, nous avons récemment pu, avec bonheur, enfin présenter une nouvelle salle costume qui est plus petite, forcément moins exhaustive, mais à la mesure de ce que nous pouvons gérer en fait au quotidien. Pour cela, vraiment, ça a été un travail de longue haleine, puisque comme disait Marie, nous avons fait le choix de reproduire des silhouettes entières et malgré vraiment la richesse de notre fond, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait tout de même voilà, des pièces manquantes. Et en fait, disons, voilà, on va partir d'une thématique. Puis, dans un second temps, on va aller chercher dans les collections les pièces qui nous permettraient de reconstituer ces silhouettes. Parce que finalement, nous n'avons que très peu de silhouettes complètes, voilà, par exemple un don vraiment de l'habillement complet d'une Alsacienne. Le propos qui a été choisi pour nous, c'est un compromis. C'est en fait, comme disait Marie, le public voudrait voir la coiffe à grands nœuds noirs et nous voulions expliquer d'où elle vient. Et en fait, je sais pas si je fais ça, voilà, ça passe. En fait, nous avons pris la décision de montrer l'évolution de la coiffe. Donc voilà, je passerai très rapidement là-dessus, mais en fait, vous avez en 4 mannequins de 1830 jusqu'à début du XXe siècle, l'évolution du costume donc dans cette région, hein, Korosberg, pays de Hanau, aux environs de Strasbourg, qui montre d'un seul coup d'œil en fait le bonnet qui est maintenu à l'origine. Donc vous voyez sur la silhouette de droite un petit nœud frontal qui va ensuite évoluer vers ce grand nœud qui est très très large, qui peut faire plus de 2,50 m de long et qui n'est plus noué mais bien plissé sur le bonnet, qu'il masque entièrement vu de face. Voilà. Donc malgré l'importance du fond, effectivement, on a dû faire appel à des pièces en fac-similé puisque, par exemple, la chemise la plus ancienne, donc pour la silhouette début 19e, la chemise qui correspondait vraiment à la localité et à la période historique, était absente de nos fonds. Voilà. Pour s'appuyer pour permettre ce travail, nous avons heureusement fait réaliser un travail très très important, donc un chantier des collections textiles en 2019 et 2020. Qui nous permet d'avoir pour l'instant en fait un tableur Excel avec la totalité des pièces du fond textile et la couverture photo. Voilà. Donc ça a vraiment été un travail très très important de reconstitution des silhouettes. Et nous sommes en fait, nous avons l'appui d'une ressource extérieure qui est donc Anne Wolf de la Maison Bossert, qui est vraiment notre référente, notre spécialiste du costume traditionnel, à qui nous faisons très très souvent appel, hein, notamment, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais pour les propositions de dons. On lui demande un avis vraiment, puisque en fait c'est un manque de compétences, hein, de spécialisation des équipes du musée alsacien. Nous avons besoin de ce renfort-là, puisqu'il faut vraiment une ressource iconographique, une ressource visuelle, une connaissance de cela. Je pense qu'on évoque le mannequinage plus tard, ou j'en parle rapidement. Non, on va en reparler dans 2 minutes. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà. je passe la parole. Voilà. Merci Candice. Alors Solène, voilà, tu l'évoquais quand on préparait cet échange. Vous, au musée Bigouden, vous avez l'idée, voilà, en étant confronté à des difficultés similaires, en fait, de recourir à des outils pour pallier cette difficulté. Et voilà, donc je te laisse voilà, présenter un petit peu les questions qui sont les vôtres. Voilà, et en même temps, j'essaie de mettre les visuels que tu m'as envoyés.
Ouais, il y a un visuel si tu veux, Marie. Alors la photo est un peu moche, mais bon, ça donne une petite idée. Enfin, attends, tu peux attendre 2 secondes si tu veux. On avait été approché il y a plusieurs années par l'École supérieure d'art de Bretagne qui faisait tout un travail effectivement sur la réalité augmentée, puis qui cherchait une petite structure pour essayer d'expérimenter des trucs. Donc voilà, on avait ouvert nos portes et puis ils avaient scanné pas mal de mannequins en 3D. Bon, on ne savait pas trop à l'époque ce qu'on allait en faire, mais eux, c'était vraiment un jeu d'expérimentation qu'ils voulaient faire aussi à l'école. Et puis, moi, l'idée, c'était en fait de compléter. On a aussi une rotation annuelle de l'ensemble des collections effectivement vestimentaires. Et l'idée, c'était de compléter un petit peu ce qu'on pouvait y voir et peut-être chaque année d'augmenter avec les mannequins, en réalité augmenter les mannequins des années précédentes. On n'avait pas trouvé encore de dispositif pour le faire, mais on accumulait comme ça ces films, enfin cette réalité augmentée de nos anciens mannequins. Et puis malheureusement, le château où se trouve le musée Bigoudin l'année dernière est parti en travaux parce qu'on a un bâtiment qui est très sensible. Et du coup, on s'est retrouvé avec un musée hors les murs et on s'est dit, cette réalité augmentée-là, on s'en saisit et puis on voit ce qu'on peut en faire. On a travaillé donc du coup plus en avant avec cette école supérieure d'art, mais qui a créé une coopérative derrière qui s'appelle Smart. Et puis, ils étaient absolument ravis de passer la seconde aussi sur le projet. Et on a mis effectivement une douzaine, on est parti sur une douzaine de mannequins qu'on a mis sur ça part de cartels tout autour du musée. On est hors les murs, hein, le musée est dans le château, on est en plein cœur de ville. Et donc, dans la ville, on peut aller avec son petit téléphone portable scanner les petits QR codes et on a ces silhouettes de bigouden qui reviennent dans l'espace public. Alors les bigoudens anciennes, elles ont porté le vêtement jusqu'à encore l'année dernière. Malheureusement, voilà, c'est la première année où on dit un peu avec émotion que il y en a plus aucune. Mais cette réalité augmentée permet finalement de les remettre dans l'espace. Alors Marie, si tu l'as sous le coude, ma petite photo de réalité augmentée. Donc, du coup, on scanne et puis, du coup, les petites silhouettes d'enfants, d'hommes, de femmes. Alors, on est parti sur 150 ans d'histoire du vêtement bigoudin. Donc, on a cette coiffe qui est aussi, comme le nœud alsacien était toute petite, nous, c'est un peu plus tardif cette histoire-là, mais toute petite en 1900. Là, on est dans les années 20 et puis dans les années 40, on arrive à une grande coiffe. Et donc, cette bigoudaine-là où les hommes apparaissent, et puis, on peut tourner autour. Enfin, vous êtes peut-être tous partis avec aussi à la chasse aux Pokémon. Enfin, voilà, c'était un petit peu le même truc. Donc, on tourne autour et on peut aussi se faire photographier. Et sur chaque cartel, il y a un petit texte quand même qui explique aussi ce que c'est comme type de vêtement et tout ça. Donc voilà, on retrouve finalement dans la rue ces silhouettes. Alors, il y a eu quelques petites ajustements en fait dans cette expérimentation, parce que la coopérative avait vraiment l'habitude de faire beaucoup de réalité augmentée avec le bâtiment, et donc il se targuait d'avoir une précision à 6 mm en fait. Donc effectivement, quand on fait de la réalité augmentée sur du bâtiment, 6 mm c'est incroyable, mais 6 mm en fait sur de la dentelle, et ben ça fait pas du tout le job. Donc il a fallu nous revoir un peu les types de coiffes qu'on pouvait présenter, les types de dentelles sur les manches, parce qu'en fait ça faisait des gros trous dans la capture. C'est à peu près 4500 photos qui sont prises pour faire une réalité augmentée. Donc voilà, il a fallu adapter aussi les pièces qu'on pouvait proposer, mais eux, ça les a aussi fait monter en compétences. Enfin voilà, et du coup, on arrive toujours à des tarifs aussi intéressants, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà, donc une très belle expérience et qui reste aujourd'hui dans l'espace public, et ma foi, je suis assez ravie de cela, et ça permet de faire découvrir le vêtement à des gens qui seraient peut-être pas non plus venus du tout au musée. Merci Solène. Alors, on l'a déjà abordé un petit peu là dans nos échanges, mais je pense que c'est quand même intéressant d'y revenir parce que c'est quand même une réalité à laquelle on est tous et toutes confrontés. C'est celle du mannequinage. Hein, voilà, puisque voilà, on l'a évoqué, Nathalie, tu disais effectivement, par exemple, que vous y consacriez quand même 1 mois et demi. Voilà, au moment d'assurer la rotation des collections à l'hiver. Est-ce que, voilà, puisque ça demande en plus de temps, c'est vraiment aussi des compétences, un savoir-faire technique spécifique que vous, du coup, vous avez
au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine, acquis en interne. Voilà, si tu veux nous en dire deux Oui, mots. oui, oui. Alors après, c'est un mannequinage vraiment, enfin maison, hein, et on est une toute petite équipe puisque je n'ai qu'une adjointe qui m'aide à présenter l'ensemble des collections. Donc, on part de bustes que l'on a achetés, de bustes d'hommes. Et c'est vrai qu'après, on va retravailler le buste avec de la ouate, avec de la toile, pour essayer voilà, que le vêtement ait une allure sur ces bustes. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de bon sens aussi. Bon, c'est de l'expérience. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas les moyens, dans le musée, n'a pas les moyens de faire des mannequins par des restauratrices. Donc, il faut faire avec les moyens du bord. Et c'est vrai que il y a des petites astuces qui permettent d'avoir des présentations qui sont tout à fait correctes. Et alors, c'est vrai que le vêtement d'homme est peut-être moins compliqué que le vêtement de femme à présenter au niveau des volumes. Il faut faire surtout attention aux épaules, aux tombées, au niveau du pantalon, avoir aussi souvent des renforts intérieurs pour qu'on puisse avoir une ceinture qui se tienne bien. Le problème des chemises, c'est moins complexe. Voilà, je pense qu'au niveau du mannequinage, on a sûrement moins de difficultés, effectivement, que sur sûrement des costumes, des silhouettes masculines, féminines, pardon, complètes. Mais c'est quand même un travail voilà, assez important et parfois on n'hésite pas à retailler des mannequins qu'on a achetés pour que les collections puissent se tenir à peu près correctement dessus. Et puis lorsque on n'a pas de mannequin adapté, parfois on peut aussi présenter sur des cintres rembourrés puisque donc en interne on a un gros travail de fabrication de cintres de rembourrés et donc ça permet de pallier aussi à cette présentation. Voilà, je pourrais revenir voilà, sur ces questions, sur ce mannequinage. Merci Nathalie. Alors, je vais dans un instant voilà, laisser la parole à Candice pour vous expliquer, voilà, pour parler un petit peu effectivement de la manière dont on procède ici. Mais effectivement, pour réagir un petit peu à ce que tu disais, en fait, sur les différents niveaux, si vous voulez, de complexité du mannequinage, il me venait à l'esprit une anecdote récente, puisque on a récemment prêté au Deutsches Historisches Museum de Berlin un costume de libération, donc ces costumes qui ont été portés par, enfin, on a fait porter à des jeunes filles qui souvent ne portaient plus le costume depuis longtemps, en 1918 ou en 1945. Et voilà, donc ils voulaient nous emprunter un costume de libération. Et voilà, quand même l'équipe du Deutsches Historisches Museum, donc qui est en interne des restaurateurs formés au mannequinage au mannequinage. Et voilà, en fait, on a dû en amont déjà nous faire déjà un mannequinage à Strasbourg, le filmer, le documenter pour pouvoir l'en montrer, puisqu'on ne souhaitait pas que le mannequin parte mannequiner pour des questions de fragilité en fait que ça occasionnait pendant le transport. Donc voilà, on l'a fait à Strasbourg, on l'a défait. Le costume est parti à Berlin avec les autres pièces prêtées. Moi, j'ai convoyé à Berlin et j'avais assisté au mannequinage à Strasbourg pour voir où étaient les points de fragilité avec la personne qui s'en était chargée. Et à Berlin, donc j'étais présente avec les deux restauratrices textiles du musée et ce mannequinage a pris plus d'une demi-journée pour une silhouette. Voilà, alors évidemment, elle ne faisait pas des costumes d'Alsacienne tous les jours, donc il y avait aussi cette part de découverte, mais on avait déjà fait une sorte de petit mode d'emploi filmé. J'étais là pour dire attention là, non là c'est vraiment fragile, là il faut faire comme ça, mais voilà, ça vous donne aussi une idée, un ordre de grandeur, mais je vais laisser tout de suite la parole à Candice pour vous expliquer comment du coup on gère cette difficulté au quotidien au sein du musée. Merci. Alors effectivement, dans l'équipe de conservation donc, que je vous décrivais, on n'a pas de poste en régie, mais bien sûr, nous avons comme nous faisons partie du réseau des musées de la ville de Strasbourg, on a
un service transversal de régie des collections, mais malheureusement, parmi eux, personne n'est formé au mannequinage. Donc on ne peut pas s'appuyer sur nos collègues pour ce point-là. Et donc, nous faisons appel en fait à nouveau à la Maison Bossert, hein, à Anne Wolf et Jean-Luc Nett, qui eux-mêmes ont été formés par une restauratrice textile que vous connaissez tous, mais là son nom m'échappe. Patricia Delprat. Voilà, Patricia Delprat, excusez-moi. Notamment, voilà, donc ils ont suivi une formation très solide et donc ils sont eux-mêmes en train de nous former, donc Marie et moi, pour le mannequinage. Alors, c'est vrai qu'on opère de la même façon, comme vous le disiez, Nathalie. On vient remodeler le mannequin. Traditionnellement, on les achète en 36-38. Mais comme je vous le disais, en fait, comme on part de pièces très disparates, hein, qui ne viennent pas du même corps, de la même personne, on peut se retrouver des fois avec des chemises très ajustées finalement à une taille 38 et par exemple une robe donc avec donc ces jupes et corselets attachés, qui peut provenir d'une dame qui actuellement, je sais pas, aurait porté du 46-48. Voilà, donc il y a un gros travail en fait de redécouvrir en fait ou de refaçonner notre mannequin pour retrouver le corps voilà, qui habillait, enfin que la pièce habillée en fait. Et ça, c'est enfin, c'est chronophage, hein. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, là, pour nos 4 silhouettes, on a passé 2 jours entiers, oui, à 2. 2 jours entiers à 2. Et il y a aussi effectivement la problématique de la mise en pli, de la mise en forme des coiffes, les coiffes à grands nœuds, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de la problématique vraiment de la forme du corps, il y avait énormément de petites questions de détails, de la façon de nouer certains éléments. Est-ce que le tablier doit passer au-dessus ou en dessous, par exemple du casaquin, voilà, de la veste courte, des choses comme ça. Et je voulais aussi évoquer, est-ce qu'on peut remettre l'image ou pas? Je voulais aussi évoquer la question des cheveux, parce que comme nous, effectivement, on a la grande problématique des coiffes, qui est complètement différente, par exemple, de ce que le Palais Galliera nous parlait lors du colloque à Mulhouse, donc aux Mises sur le mannequinage. Effectivement, j'ai été frappée en fait chez eux de l'absence souvent de tête et de problématiques de chapeau ou de coiffe. Que nous tous, je pense, rencontrons beaucoup plus fréquemment. Donc en fait, on ne voulait plus la présence de perruques, de cheveux illusionnistes en fait. Et donc déjà lors de l'exposition sur le costume que nous avons faite en 2018, Étoffe d'un monde, Anne nous avait proposé ce système-là, donc ce que vous voyez en fait, de reprendre un ton sur ton de textile pour matérialiser les cheveux. Et donc ça, par exemple, moi, je serais bien incapable de le faire. C'est vraiment Anne Wolf qui a toute la compétence pour le faire. Et donc, voilà, on matérialise les cheveux et on vient installer la coiffe là-dessus. Mais, par exemple, on a eu des retours de visiteurs qui étaient étonnés, qui ne comprenaient pas ce que ça pouvait matérialiser et qui pensaient que les femmes portaient une sorte de voile ou de turban, en fait, sous la coiffe. Donc là, c'est vraiment des choix en fait muséographiques de visages sans yeux, sans bouche et de cheveux évoqués. Nous n'avons pas de mains, etc. Donc là, effectivement, il y a tout un travail de mise en forme, de rembourrage donc avec du papier de soie pour les chemises, quand on a la chemise seule sur les bras, et pour la silhouette tout à gauche, pour vraiment donner forme au casaquin. Là, on a réalisé un boudin en fait papier de soie chemisé, enfin chaussetté avec du jersey pour donner corps au bras. Voilà. C'est, je pense, tout ce que je voulais dire. Je passe la parole. Merci. Hop, voilà, je coupe. Solène, oui, quand on préparait voilà, cet échange, tu nous parlais aussi du lien avec les groupes folkloriques, hein, qui sont de réelles ressources. Et finalement, donc ça, voilà, une forme de participation, ou en tout cas d'entraide, hein, puisque je pense que le musée Bigouden est comment dire, une ressource
documentaire pour eux et en même temps, vous bénéficiez en retour de leur savoir-faire, de leur expérience du costume. Voilà, si tu veux nous en dire 2 mots. Oui, alors un petit mot, je reviens sur cette question du poil qu'on ne saurait voir. Je ne partage moi pas du tout cette vision-là et pour moi le cheveu a vraiment du sens. Effectivement, j'ai été étonnée des photos que vous venez de présenter. Je me dis, ah, c'est curieux ces turbans que portent les Alsaciennes. J'avais pas percuté qu'il y avait une sorte de turban sous la coiffe. En effet, je pensais pas du tout que ça pouvait avoir cette représentation-là du cheveu. Donc, chez les Bigouden, on peut mettre peut-être, si tu veux bien, Marie, j'avais mis une photo pour un truc pour plus tard, mais la photo de la dénomination, là, par exemple, on va voir un peu. Et donc, cette question de la coiffure chez les Bigouden, elle est essentielle. Ah oui, vous verrez, je pensais qu'on voyait un peu mieux, mais en fait, il y a une sorte de sous-bonnet et on a les cheveux qui sont complètement lissés sur l'arrière. Enfin, en fait, c'est pas du tout un chapeau qu'on met. Il y a toute une série en fait de manipulations de cheveux qu'on lisse, qu'on fixe, de rubans. Enfin, voilà, il y a toute une technique et sans les cheveux, en fait, notre bonnet à l'arrière, il est tout moche. Il est fait pour être recouvert par des cheveux. Enfin, voilà. Donc, le cheveu a vraiment un sens. Pour nous, donc je tiens absolument à ce que le cheveu soit présent effectivement dans les présentations. Donc moi j'ai cette compétence de mannequinage, de coiffure, mais effectivement quand on s'attaque à des silhouettes, même on se dit 12, les visiteurs nous disent ah 12 silhouettes c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on sait que c'est un travail qui est déjà conséquent. Et donc voilà, comme je suis, on est un poste et demi, on fait appel effectivement au cercle celtique de la ville de Pont-l'Abbé qui mène des recherches. Alors effectivement des recherches qui s'approchent quand même aux recherches scientifiques qu'on peut faire nous aussi dans les musées, voilà, ils font des choses vraiment très, très sérieuses et je les considère vraiment comme des sachants, effectivement, sur tout ce qui est vestimentaire sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, les jeunes filles, évidemment, elles apprennent elles-mêmes à se coiffer pour pouvoir aller en prestation, enfin voilà, aux différentes fêtes et festivals en Bretagne. Donc, chaque jeune fille apprend à se coiffer. Donc, en fait, on a tout un tas de jeunes femmes qui sont en capacité de coiffer. Alors, certes, un mannequin, ça ne se coiffe pas tout à fait pareil, enfin, voilà, les cheveux, tout ça, mais elles ont cette compétence-là. Donc, c'est une collaboration qu'on a mis en place depuis des années. Ça leur fait vraiment plaisir de venir voir des pièces aussi anciennes, de se re-questionner, enfin voilà, cette approche directe du vêtement dans le musée, ça les passionne. Et donc, on fait ça du coup plutôt le soir, plutôt le week-end, parce que c'est des jeunes filles qui sont étudiantes ou qui sont salariées, voilà, et qui ont cette compétence pour faire toute cette technique-là de coiffage. Et puis, il y a une seconde association, c'est l'association des Amis du Musée, qui a un atelier hebdomadaire qui nous aide en fait toutes les semaines sur les questions d'inventaire, qui viennent nous aider à micro-aspirer, fichier, tout le bastringue pour l'inventaire. Et elles sont formées, voilà, on les a formées à la manipulation textile et elles nous aident pas mal à démonter. Elles ne savent pas coiffer, mais effectivement, décoiffer, c'est moins compliqué. Donc, tous les ans, il y a aussi ce jeu du démontage. Et du coup, elles sont là. Et là, avec elles, ça se fait plutôt en semaine, puisqu'on est plutôt sur des personnes un peu plus âgées. Donc, c'est chouette aussi. Et on passe quelques jours aussi avec elles, tranquillement, à démonter tout cela et puis à remettre tout ça comme il faut dans les réserves. Voilà la petite expérience de collaboration associative sur le territoire. Merci Solène. Je vois que l'heure tourne, alors on va essayer d'accélérer un petit peu pour quand même garder ce temps d'échange qui me semble vraiment important. Je voulais aborder le deuxième point qui est finalement celui de la documentation de ces fonds. Voilà, donc Candice, peut-être me dire, voilà, tu l'évoquais déjà un petit peu avec le chantier des collections, mais ces difficultés d'un fonds ancien, peu documenté, si tu peux nous en dire 2 mots. Oui. Alors, un peu rapidement, effectivement, comme j'en ai déjà parlé avant, maintenant on peut s'appuyer sur le chantier des collections, mais c'est une liste et des prises de vue, mais avec des informations souvent lacunaires. En fait, on a les pièces du fonds ancien qui sont quand même plutôt documentées, en tout cas avec une localisation, etc. Mais tout au long, voilà, de l'histoire des acquisitions du musée, on a vraiment des
énormément de pièces textiles non documentées. Ou à peine. Et donc ce que nous souhaitons faire dans les prochains temps, c'est, vraiment mener une étude précise, de notre fonds. Voilà et notamment, au quotidien, hein, ça nous handicape, beaucoup par rapport à nos propositions de dons. On a énormément de propositions de dons, de pièces textiles et on perd énormément de temps, justement par la méconnaissance, le manque d'information de notre fonds qui est très, très important, voilà, pour nous, c'est ça. La documentation, c'est aussi la désignation, enfin, c'est peut-être même d'abord la désignation puisque, voilà, il faut bien savoir, ce dont on parle et pour pouvoir établir des comparaisons, pouvoir parler de la même chose, s'accorder en tout cas de ce dont on parle. Et Solène, tu voulais nous en dire 2 mots sur la question de cette désignation? Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cadre d'un colloque que tu évoquais, Jean-Pierre, tout à l'heure, j'avais fait une petite intervention sur la dénomination des pièces textiles. Du coup, le territoire Bigoudin, c'est un territoire qui a été beaucoup collecté dans plusieurs musées. Et il y a des collections, évidemment, au musée Bigoudin chez nous, au musée départemental à Quimper, au musée de Bretagne à Rennes, et puis au MUSEM, ils ont aussi de très belles collections plus anciennes que les nôtres. Et du coup, j'ai voulu me tenter un petit comparatif des manières dont nous appelions en fait les mêmes pièces. Et je suis partie enfin, sur plein de trucs, mais notamment, je voulais vous parler de l'exemple de ce bonnet sous coiffe que vous avez vu sur la petite fille tout à l'heure. Donc, c'est le bonnet qui sert de base pour épingler tous les cheveux, la coiffe et tout cela. Et donc, au musée Bigoudin, ces bonnets, dans leur base de données, sont appelés bonnets de cheveux, qui est une traduction approximative de la désignation vernaculaire, voilà, en breton, c'est coiffe bléo. À Rennes, ils sont dénommés bonnet coiffe bléo ou bonnet coiffe bigouden ou bonnet. À Marseille, ils sont indifféremment dénommés bonnet ou bonnet de femme coiffe ou bonnet de femme ou coiffe bled ou fond de coiffe ou dessous de coiffe. Et chez nous, on les appelle des bonnets sous coiffe. Et ça vaut pour cela, mais ça vaut en fait pour toutes nos pièces textiles. Alors non, il y en a, les jupes, reste une jupe. Mais la question des gilets, des coiffes, enfin, sont des choses vraiment très complexes et je ne parle effectivement qu'une petite partie du fonds vestimentaire en Bretagne. Donc, je crois qu'effectivement, là-dessus, on a de belles années de chantier devant nous pour cette question de la dénomination. Merci Solène. Et effectivement, donc tu évoquais le colloque de l'année passée. Jean-Pierre, tu peux peut-être voilà, nous parler un petit peu de ce colloque et de ses enjeux, parce que c'est vraiment important, évidemment, dès lors qu'on veut établir des comparaisons à l'échelle nationale, mais peut-être encore plus à l'échelle européenne, et notamment dans des espaces où voilà, il y a plusieurs langues. Voilà, et effectivement, les échanges de l'année dernière avaient été très riches. Donc peut-être en attendant la publication prochaine des actes, si tu peux voilà, nous en parler rapidement. Oui, rapidement, je vais essayer de ne pas être trop long, bien que le sujet soit véritablement sans limite ou à peu près. Effectivement, c'est une question qui a été posée en Alsace d'abord, et c'est un petit peu pour répondre à une demande alsacienne que nous avions organisée cette journée. C'est le problème de l'inventaire des collections récemment découvertes à Haguenau, par exemple. Et Anne Wolf a rencontré le problème de comment nommer les pièces qui étaient inventoriées. Parce qu'il y avait déjà un problème de traduction entre l'alsacien et le français qui était posé. Mais Solène a rappelé un bel exemple tout à l'heure avec ses coiffes. On pourrait les multiplier. En gros, il y a une première idée qui consiste à dire qu'il arrive qu'un mot désigne plusieurs objets différents. C'est le cas par exemple des drogués qui peuvent être de laine et de chanvre, mais qui peuvent être également de coton et de soie. Et à ce moment-là, le drogué habille les élites, alors que dans le premier cas, il habille les couches les plus modestes. Euh, on peut aussi évoquer plusieurs mots pour désigner le même objet. C'est les différentes déclinaisons régionales du mot drogué, berlinge, poulinge, etc. etc. Donc la question se rencontre à peu près partout. Une autre dimension du problème, c'est la rencontre par Pascal Gorguet-Ballesteros, par exemple, en province, de vêtements qui sont
ni dans la mode parisienne, ni dans la mode régionale, mais qui sont en fait le résultat de compromis, de bricolage fait avec les moyens du bord pour tenter d'accrocher un modèle ou un autre. Et finalement, ces objets sont extrêmement difficiles à dénommer. Et enfin, se pose la question de la dénomination en région de bilinguisme, ce qui se rencontre à plusieurs endroits en France, mais même la question des patois peut être convoquée, et pas simplement des langues différentes comme le basque, l'alsacien ou le breton, par exemple. Donc effectivement, c'est sur cet ensemble de problèmes, et en insistant particulièrement sur les questions du bilinguisme, qu'on a essayé de travailler l'année dernière avec des expériences faites en Savoie, en Alsace, en Bretagne, de catalogage qui posent le problème de la dénomination. Clairement, toute traduction est une trahison. Et il y a un texte magnifique de George Sand qui est dans les textes complémentaires de La Mare au diable, ça remonte aux années 1845, où elle dit bien que le langage berrichon ne peut pas être traduit en langage parisien parce qu'on déforme les réalités. Et il apparaît au bout du compte que dans le travail de catalogage, la question, par exemple, des mots-clés, c'est-à-dire la plupart du temps des moyens numériques, des outils numériques, est absolument décisive parce qu'elle permet des recherches multipistes, des croisements qui permettent de corriger une traduction par justement le recours à une autre traduction ou au mot originel. En Alsace, l'idée s'est très rapidement imposée d'avoir à la fois un mot français et un mot alsacien. Ça ne règle pas toutes les difficultés, mais c'est effectivement une manière de faire. Donc c'est un petit peu l'idée de la journée que de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas faire une seule traduction, mais d'aller aux outils qui permettent de jouer sur les différentes appellations possibles. Voilà, très grossièrement et caricaturalement résumé, mais celles qui étaient présentes, Solène, Laurence ou Candice et quelques autres peut-être, peuvent compléter aussi. Merci Jean-Pierre. Du coup, là, je vous propose d'aborder le troisième, la troisième point en fait de cet échange, c'est la question du propos. Voilà, comment intégrer ces collections vestimentaires dans le propos d'un musée qui peut aussi évoluer. Comment faire le lien entre ces pièces qui peuvent être souvent des pièces historiques et des questionnements contemporains. Comment, alors, pour dépasser c'est le cas tout particulièrement des musées d'ethnographie régionale, l'approche localiste des costumes et qui a très longtemps prévalu et qui aujourd'hui, même scientifiquement, est remise en question. Et puis, donc, voilà, avant de vous laisser la parole, je voulais quand même évoquer très rapidement le lien peut-être, voilà, pour ces questionnements qui seraient à établir avec le MUSEM. Malheureusement, ni Amélie Lavin, donc nouvellement arrivée au MUSEM, ni Marie-Charlotte Calafa n'étaient disponibles ce matin. Je ne sais pas s'il y a malgré tout quand même des personnes du MUSEM parmi nous. Je crois qu'il y avait quand même une personne qui était inscrite, je ne sais pas si elle est là, puisque je n'ai pas le visage, les noms de tout le monde, mais en tout cas, voilà, il pourra se manifester ensuite dans les échanges. Mais je trouve que déjà, rien que le nom du pôle où en fait se retrouve, voilà, qui n'est pas exclusivement centré sur les collections vestimentaires, mais où celle-ci se retrouve quand même largement représentée, ce pôle qui s'appelle corps, apparence, sexualité. Donc ça veut aussi bien dire voilà, que le regard que l'on porte aujourd'hui sur ces collections vestimentaires évolue. Je voulais aussi évoquer, mais là encore, comme ils ne sont pas là, je vous le mentionne simplement, mais c'est le projet d'exposition qui est en train de s'élaborer au MUSEM, costume couture, là aussi faire le lien peut-être entre les collections de ces costumes régionaux et la création contemporaine. Donc voilà, autant de pistes effectivement pour
pour renouveler cette approche, mais ce ne sont pas les seuls. Et du coup, voilà, Nathalie, si tu veux nous parler en fait, voilà, des pistes qui sont les vôtres, celles que vous avez déjà menées au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine, mais également les pistes que tu as déjà tracées dans le cadre de la rédaction du projet scientifique et culturel du musée. Oui, c'est vrai que on essaye aussi effectivement de traiter de sujets d'actualité ou de sujets sociétaux. Et par exemple, il y a 2 ans, nous avions parlé du vêtement non genré en essayant de présenter des pièces de nos collections, savoir si effectivement ces pièces pouvaient être aussi portées par les femmes. Et on avait à cette occasion aussi acquis une création contemporaine de Radurani, qui est un créateur canadien qui propose une mode non genrée depuis de très nombreuses années. Donc c'était aussi l'occasion de présenter voilà, des modes ou des créateurs que l'on connaît peu, en tout cas nous à Argenton-sur-Creuse. Mais c'est des pistes voilà, qu'on essaye de développer. Dans le même ordre d'idées, sur l'exposition que nous avions présentée sur le coton, à partir des collections propres du musée, nous avions essayé aussi d'évoquer la problématique de la culture du coton aujourd'hui, de l'industrie textile, des ravages environnementaux que cela peut produire et quelles sont les solutions que l'industrie textile peut trouver. Voilà, on essaye toujours avec, en partant d'un thème parfois plus ancien ou plus général, d'aller vers l'actualité et de traiter des thèmes d'aujourd'hui. Merci, merci Nathalie. Mais Solène, effectivement, lorsqu'on en discutait voilà, mardi, tu nous disais aussi finalement quelquefois comment dire, le compromis qu'il fallait trouver entre ce que s'attendent à trouver le visiteur hein, quand ils viennent au musée Bigouden à Pont-l'Abbé. Voilà, ils viennent voir la coiffe Bigouden. Donc, comment finalement trouver un équilibre entre voilà, ce que s'attend peut-être à voir un public touristique, mais également comment l'amener vers d'autres questionnements qu'il n'aurait pas forcément imaginés. Et donc, la réponse que vous avez trouvée, en fait, finalement, c'est un jeu entre le parcours, alors tu ne l'appelais pas permanent, justement, mais je ne sais plus comment tu le dis, voilà, ce n'est pas non plus semi-permanent le terme que tu utilisais, mais tu vas le dire dans quelques instants, et les expositions temporaires. Voilà, qui permettent d'ouvrir aussi vers d'autres pistes sur le, voilà, comment dire, le propos que l'on peut tenir autour de ces collections vestimentaires. Effectivement, on appelle nos collections impermanentes parce qu'effectivement, cette salle, notamment dédiée au textile, change tous les ans. Donc effectivement, oui, il faut que les gens viennent voir de la Bigouden, c'est certain. On a aussi beaucoup de locaux, donc on a cette double lecture entre le public de voyageurs, de touristes, et puis les locaux qui reviennent beaucoup au musée hein, dans le cadre des recherches, des expos qu'on fait. Donc on a cette salle-là où on explique effectivement que on est bien, c'est une coiffe territoriale d'un tout petit territoire en Bretagne, que ce n'est pas une coiffe immémoriale qu'on porte comme ça depuis des temps anciens, que ce n'est pas une coiffe, par exemple, une petite coiffe pour les enfants et une grande coiffe pour les adultes. Enfin, voilà, que les gens ils comprennent tout cela, de quoi il s'agit. Donc, cette salle-là, j'ai envie de dire, elle a une visée un peu pédagogique quand même, pour la compréhension de l'objet. Et puis, on a nos espaces d'exposition temporaires qui replacent toujours le vêtement dans divers questionnements. Notamment, on avait fait une exposition en 2018 qu'on avait appelé les bigoudins marchands et faiseurs de mode, qui plongeait un peu dans la circulation des matériaux textiles et vestimentaires du XVIIe au XIXe. Et en fait, in fine, ce vêtement que les romantiques venaient voir au XIXe entre 3 menhirs, 2 tempêtes et puis 4 ruines, voilà, il voulait voir en fait, il disait voir un vêtement effet immémorial qui remontait aux Gaulois et tout le bastringue. Et en fait, on se rend compte qu'à cette période-là, effectivement, les bigoudins portent des vêtements avec des matériaux à la mode qui viennent de Lyon, qui viennent de Saint-Étienne, du Tarn, qui viennent de Rouen. Enfin voilà, on est en plein dans
une économie évidemment marchande, et on n'est absolument ni en dehors du temps, ni en dehors d'une circulation européenne. Voilà. Et puis un deuxième petit exemple, est-ce que tu veux bien mettre du coup la petite photo qui s'appelle présentation musée affiche, ou je ne sais plus comment je l'ai mise. Voilà, ça c'est l'expérience de l'été dernier, une expérience un peu hors les murs dans une autre salle au musée. On a travaillé avec un créateur, un designer, voilà, qui est sur Quimper, donc une ville pas très loin du pays Bigoudin. Un jeune designer, Mathias Ouvrard, qui s'est inspiré en fait des collections, notamment du musée, qui est venu bosser pendant plusieurs mois en fait, enfin qui est venu travailler sur nos collections, et qui a travaillé sur aujourd'hui un vêtement qui pourrait être désigné effectivement comme ayant une identité particulière. Ça a beaucoup touché les gens parce que le travail est assez est somptueux, mais ça nous a permis d'exposer et nos pièces anciennes et ses créations contemporaines. Ça nous a permis aussi, il était là avec nous pendant ces 25 jours d'exposition où il travaillait devant les gens, et puis il a beaucoup dialogué. Voilà, on évoquait dans les textes effectivement cette question du genre, de la surconsommation, de la population, de la sobriété écologique la non-sobriété écologique de la haute couture, enfin voilà, tous ces grands thèmes-là liés aux vêtements aujourd'hui. Et puis, c'est aussi le souhait aujourd'hui de proposer, en tant que musée de France, à la Commission régionale d'acquisition, cette année, une paire de fauteuils dans la même ambiance que le pull que porte le beau jeune homme sur la photo, voilà, pour évoquer, parce que cette idée de création, bah, elle a toujours été présente dans la société aussi traditionnelle, c'est-à-dire que on n'a jamais été sur un vêtement qui était figé. Il y a toujours eu de la création, il y a toujours eu de l'évolution, et c'est vrai de faire rentrer aujourd'hui des pièces comme ça, ben, je trouve qu'on est dans le même élan que cette société qui a toujours fait évoluer ses façons de décorer leur maison, cette façon de s'habiller. Donc voilà, c'est un projet que je vais présenter à la prochaine commission régionale d'acquisition. Merci. Merci. Hop, attendez, pardon, parce qu'en fait, je suis en train, alors je ne sais pas si, voilà, attendez, je vais, hop. Ah, je suis en train de faire une manipulation pour essayer de, voilà, de récupérer. Est-ce que toujours le partage, vous avez toujours le partage ou pas? Et vous avez toujours la fiche Oui, ok, on va sur ça. donc il faut que je la récupère. Non, parce qu'en fait, je cherchais, voilà, et elle est là. Hop, on va la fermer. Voilà. Voilà. Donc, Candice, voilà, je te propose d'évoquer effectivement les pistes en fait qu'on a commencé à ouvrir en reprenant cette salle costume, celle qu'on souhaite poursuivre ensuite, voilà, dans le cadre de l'évolution du musée en lien avec le PSC du musée qui vient d'être repris. Oui. Alors effectivement, dans la salle costume, la nouvelle salle costume dont je vous parlais, par le biais de cette thématique de l'évolution du costume, on a pas mal de choses qui sont apparues, et notamment, comme ça a déjà été dit, cette évolution des modes, hein, qui est, enfin, on le dit vraiment d'entrée de jeu, comment s'habiller, comment être à la mode. En fait, les thématiques, les questionnements sont les mêmes que pour nous actuellement, en fait. C'est une question de mode, de nouveauté, qui est liée aux implications, aux progrès techniques de fabrication du ruban, par exemple. En fait, plus on peut fabriquer du ruban, un ruban large avec tel matériau, plus les femmes s'en emparent. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer pas un certain axe, l'évolution du costume. Comment on arrive à ce nœud complètement gigantesque, qui est tellement lourd que le nœud ne tient même plus, qu'il s'affaisse, etc. Et donc, voilà, par là, on peut tirer les fils effectivement des circulations des matériaux, de l'évolution des techniques. Il y a effectivement aussi, donc en rapport avec le PSC, cette volonté de
d'aller effectivement vers la création contemporaine. Et là, on retrouve les démarches du musée Bigoudin, avec donc par exemple la relecture d'un costume de mariage d'Obersébard. Donc c'était un, un costume en fait qui est très peu connu, mais représentatif par des brassards, des rubans très très colorés, autant sur la coiffe que au niveau des épaules. Voilà, les rubans colorés, les fleurs artificielles sont offerts en fait par les demoiselles d'honneur, les jeunes filles célibataires à la mariée, qui accrochent les rubans au bras. Et donc ça fait un ensemble très très coloré, très 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 bigarré. Et donc là, par exemple, c'est une relecture, une réinterprétation de ce costume par Tania Dietrich, donc du côté de chez Swen, qui va reprendre certains codes, mais actualiser effectivement déjà la couleur, enfin le choix du blanc, etc. Mais nous avons toujours ces brassards, la chemise, le corset, le plastron, la jupe, etc. Voilà, même par exemple modernisé avec des découpes. Et puis, un pas plus loin, dirons-nous, avec ces photos contemporaines que le musée alsacien a acquises, donc qui sont l'œuvre de Lucas Meyer et qui travaille. Ah oui. Je ne sais pas si vous le voyez, et donc voilà, qui travaille sur la prédominance en fait du motif de la coiffe noire à grands nœuds, mais par l'intermédiaire de la photographie et du choix du modèle masculin. Voilà. Et effectivement, pour nous, l'enjeu, c'est aussi, par exemple, de pouvoir parler du costume masculin, parce qu'il est quand même assez absent. Dans nos cas de costumes, c'était pas forcément évident. Donc voilà, questionner à l'avenir la place du masculin, du féminin, le costume d'enfant aussi, qu'on voit assez peu. Toutes ces thématiques, effectivement, sur l'apparence du textile. Voilà. Merci, merci Candice. Et du coup, effectivement, enfin voilà, ces questionnements qu'on a évoqués là avec ces 3 exemples, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et on voit une réelle évolution, une forme de réelle comment dire, d'élaboration de nouveaux discours qui se produisent autour de ces collections vestimentaires et que ce soit voilà, en France ou même ailleurs. En ouverture, Jean-Pierre, tu parlais de quelques exemples inspirants, tu parlais de Stuttgart, de Nopli en Grèce. Est-ce que voilà, ça me semblait intéressant puisque tu es sans doute parmi nous la personne qui bénéficie de cette vision la plus large en fait sur ce renouveau du propos autour des collections vestimentaires. Voilà, est-ce que tu veux nous en dire 2 mots et quels seraient, d'après toi, en tant qu'universitaire en fait, les enjeux pour voilà, pour tenir ce discours, ce nouveau discours et faire voilà, proposer un nouvel éclairage en fait sur ces collections. Oui, alors en 2 mots, ça va être un petit peu difficile parce que j'aurais beaucoup à dire sur cette question-là, mais le temps tourne également et je ne vais pas pouvoir développer trop. Il a plusieurs fois été question du localisme en disant que c'était l'ancienne manière de présenter les costumes, c'est-à-dire que souvent dans les salles de musée, à un costume et en unique exemplaire était associé une localité, un petit pays, une région, etc. C'est, je crois, effectivement une manière de présenter les choses à laquelle il faut renoncer totalement, tourner le dos de manière vigoureuse, tout simplement parce que cette manière de faire amplifie la dimension appartenance locale et elle finit par réduire le costume à un problème d'appartenance locale, alors qu'il est beaucoup plus vaste d'une manière générale. J'ajoute que la plupart du temps, le public s'attache non pas au costume d'un lieu dans son évolution historique, mais à un moment de l'histoire de ce costume qui est considéré comme un moment d'apogée, l'expression la plus belle du costume de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on arrive à la fois à réduire dans le temps et dans l'espace ce costume et en lui enlever complètement son caractère très, très vivant. Alors, il y a déjà des exemples qui ont été donnés. Solène, par exemple, à propos des costumes bretons,
montrent que les rubans viennent de Saint-Étienne, que le drap de laine vient de Montauban, etc. Que, en fait, pour fabriquer ces costumes, à toutes les époques, avant le chemin de fer et après le chemin de fer, les populations locales ont fait appel aux circuits commerciaux de leur temps, tout simplement. Et la coupe, l'imagination même du costume est peut-être locale. Et il faudrait d'ailleurs se poser la question des références culturelles, des modèles qui ont servi à l'élaboration de ces costumes. C'est-à-dire que même si on passe du plan matériel au plan immatériel, on arrive à la question des circulations. J'ai souvent dit que les costumes régionaux ont été une voie d'entrée dans la modernité, qui a une voie d'entrée qui a fini s'incliner par la domination parisienne, d'une manière générale, mais effectivement, il n'y a pas d'archaïsme, il n'y a pas de costume figé, et on peut en fait très vite en venir à une idée simple. Le localisme, c'est une histoire du vêtement, par le vêtement et pour le vêtement. Alors qu'on peut interroger le costume régional pour connaître ceux qui ont porté le vêtement. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Et des exemples ici, on peut en trouver à foison. Je vais rebondir simplement sur un thème qui a été évoqué ici. Le grand nœud noir de la coiffe alsacienne, qui n'est pas en fait alsacienne, puisque ce grand nœud noir n'a été porté que dans quelques communes d'Alsace. C'est vrai qu'il se développe à la fin du XIXe siècle pour être dit-on, un rappel des provinces perdues auprès des populations françaises ou parisiennes. Mais la réalité, c'est que ce phénomène d'amplification autour d'un exemple, on le retrouve exactement en Bretagne, avec quelques décennies de décalage. C'est l'histoire de la coiffe bigoudaine qui va aussi grandir au XXe siècle pour devenir emblématique de l'ensemble de la Bretagne, comme cette coiffe alsacienne à grand nœud est devenue emblématique de l'ensemble de l'Alsace. Or, ici, il n'est pas question de province perdue. Il y a bien quelque chose qui doit nous interroger. On a dit aussi que ces costumes régionaux représentaient des périphéries qui étaient rebelles. Mais on ne peut pas à la fois être une périphérie rebelle et puis vouloir se rappeler à la capitale par le même costume. Il y a ici des questions qui me semblent poser, des questions politiques qui me semblent poser et qui me semblent effectivement extrêmement importantes. J'évoquerai très rapidement, parce que je dois faire très vite, les questions de l'hygiène et de la pudeur. En Bretagne, dans la première moitié du XIXe siècle, certains costumes masculins empilent des vestes et de draps de laine 4, 5, voire 6 épaisseurs dans un certain nombre de cas, hiver comme été. On imagine ce qu'il en est en termes de transpiration, de rapport au corps. Les coiffes, alors au contraire de la coiffe bigoudaine, la plupart des coiffes bretonnes empaquettent les chevelures féminines, les cachent presque complètement, alors que ces chevelures ne sont pas coupées. Là aussi, on imagine l'état des chevelures à la fin de la journée, surtout quand ça se reproduit tous les jours. Il est clair que quand on arrive à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, on n'accepte plus ces manières de faire. Il y a une histoire de l'hygiène et à travers cette histoire de l'hygiène, une histoire du rapport au corps qui doit être entamée. Autre exemple qui cette fois-ci nous amène à nous pencher sur la question des collections, le mannequinage dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que on rencontre quand on mannequine un vêtement de 1850 des difficultés techniques. Mais je rappelle qu'il n'y a pas là qu'un problème technique, il y a un problème historique de fond.
parce que les morphologies ont changé, les tailles ont changé. Et sur ce plan-là, je dirais même que l'augmentation de la taille des individus n'a jamais été aussi importante que dans les dernières décennies que nous venons de vivre. Il n'y a pas besoin de revenir au milieu du 19e siècle pour poser cette question historique de la morphologie des corps. Donc on peut aborder le costume régional de manière extrêmement différente, sous l'angle économique, sous l'angle politique, sous l'angle de l'hygiène et de la pudeur, sous l'angle de l'histoire des morphologies. Le costume régional peut nous dire des tas de choses, et quand on songe à certaines présentations, et j'ai quelques salles en tête à travers la France de présentations purement localistes, on est sidéré par la perte de sens que ces présentations strictement localistes nous font perdre. Il y a quand même un bémol, une petite nuance qu'il faut apporter. Il est clair que mon vœu, et je me bats depuis des années pour ça, c'est que dans les présentations permanentes ou temporaires, les costumes régionaux soient présentés en lien avec des questions d'histoire économique, d'histoire sociale, d'histoire culturelle, d'histoire religieuse, parce que cette question se pose aussi. Il faut rompre définitivement avec le localisme, à mon sens. Mais en même temps, le danger dans ces présentations nouvelles, c'est que le costume ne soit plus qu'une illustration, un élément qui peut être remplacé par un autre. Il y a là un passage au second plan, un risque, un danger de passage du costume au second plan qui serait une autre catastrophe scientifique qu'il faut éviter. Tout simplement parce que le costume, en tant qu'objet matériel, a un caractère irréductible. Il ne peut pas être. Il a une histoire technique. Il faut habiller des corps. Il y a une histoire économique. Il peut servir en même temps à dire le sens, la religion, l'état matrimonial, mais en même temps, on voit bien qu'il y a à travers lui une histoire du rapport au corps, une histoire de la pudeur qui se joue. Donc c'est un objet fabuleux qui dit énormément de choses, et il faut, je crois, tout en rompant avec le localisme, ne pas oublier ce caractère irréductible de l'objet matériel qui doit avoir son histoire propre, même si dans les présentations, il faut arriver à faire autre chose. C'est complexe, c'est difficile, et je crois que rarement un objet muséal ne concentre autant de sens, autant de questionnements et donc autant de difficultés. Il faut en être conscient, il n'y a pas de solution miracle, mais je crois qu'il ne faut pas oublier dans les musées de présenter des costumes pour présenter des costumes en même temps qu'on peut rompre avec le localisme. Voilà, c'est... Merci Jean-Pierre. Alors peut-être juste un point technique, je pense que vous avez tous vu s'afficher, là il reste 5 minutes à votre réunion. François, tu me rassures, on va pas, voilà, tout ne va pas s'éteindre là dans quelques instants, je pense que c'est juste pour info. Mais voilà, voilà, donc on a... Voilà. Merci à nos intervenants. Hein. Voilà, on a pu dire, échanger beaucoup de choses. Voilà, donc un peu plus long que je ne l'avais annoncé, mais je pense que c'est pas grave. Mais on va quand même prendre un petit peu de temps. Je vois qu'il est 10h26, quitte à déborder légèrement. Pour ceux et celles qui le peuvent, voilà, pour se garder quand même ce temps de questions, ce temps d'échange tous ensemble. Donc voilà, ceux qui souhaitent poser des questions, voilà, c'est à vous. Voilà, si vous pouvez lever la main, ce sera plus simple. Alors. Voilà, je ne sais pas si... Alors, je ne vois aucune main qui se lève, mais je ne vois pas non plus tous les participants. Alors, est-ce que quelqu'un veut... Alors, je ne sais pas si personne ne lève la main ou si c'est parce que je ne les vois pas. Voilà, si quelqu'un veut poser une question, veut la poser dans le chat, sinon, c'est possible aussi.
voilà, on prend quand même un petit peu de temps, je pense que c'est important. Non. Ah si, si, si. Alors, heu, alors je ne sais pas ça c'est l'écomusée du Perche. Oui, voilà. Je ne vois que cette voilà, merci. Oui, bonjour. Oui, à l'écomusée, on possède des collections costumes, textiles. Et c'est vrai que je me retrouve dans tout ce qui a été évoqué là aujourd'hui, parce que c'est une collection qui est ancienne, qui est très très peu renseignée et qui nous pose un certain nombre de problèmes, y compris de conservation. Euh, et là, on a participé à certaines des initiatives portées par le réseau des musées de Normandie, puisqu'on participe à une galerie, à une exposition virtuelle sur le costume. Bon, je pense qu'elle n'est pas encore en ligne, hein, parce que j'ai pas eu d'infos à ce niveau-là. Donc justement, où on essayait de montrer un petit peu, en fonction des modes, des matériaux, à quel message transmettait tel ou tel costume. Et voilà, est-ce que ça servait à identifier une profession? Est-ce que c'était pour exprimer un statut social, etc. Donc à voir, bon, c'est pas, ça n'a pas la même ampleur que ce que vous avez décrit, mais bon, c'est une première approche. Alors moi, j'ai un problème aussi qui a pas tout à fait à voir, c'est qu'on a récupéré une collection de costumes qui n'a rien à faire ici à l'écomusée. Alors on en fait quoi de cette collection? Ce sont des vêtements qui viennent de Bourgogne, principalement folkloriques en plus. Donc qu'est-ce que j'en fais? Alors oui, bonne question. Parce que là, du coup, Elles c'est sont rentrées complètement en collection ou vous les avez entrées Non, en non, elles sont pas entrées en collection, on les a dans les locaux, mais là, je sais d'accord. vraiment pas quoi en faire parce que ça sera pas accepté par la commission d'acquisition, ça c'est sûr. Et puis même, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on présente ça? C'est complètement déconnecté du territoire et puis même des thématiques d'une manière générale développées par le musée. Donc, Après, est-ce qu'une des pistes alors tout dépend, est-ce que vous souhaitez plutôt peut-être le déposer auprès d'une autre institution? Est-ce que la bah, FEMS ou la Corso ne pourrait pas être des relais? Enfin, je sais pas, oui, je pense que ce serait la solution, hein, voilà. Mais bon, après, c'est la direction précédente qui avait, disons, des liens avec la personne qui les a confiés. Donc, c'est un petit peu délicat. Jean-Pierre, est-ce que, par exemple, est-ce qu'à Corso pourrait être une plateforme pour, échanger, pour voir si, des institutions, muséales pourraient être intéressées ou par le biais de la FEMS aussi, puisqu'il y a un certain nombre de musées, voilà, Dijon mais également ailleurs, qui pourraient peut-être être intéressés, par ces collections et pourraient les présenter effectivement de manière, plus pertinente qu'elles pourraient même être à l'écomusée du Perche, où c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange. Enfin, sauf si vous arrivez, je ne sais pas comment, voilà, à faire le lien, mais Oui, voilà, parce que ça ne paraît pas évident. le seul lien qu'on a pour cette collection, c'est que cette personne qui a donné s'est installée dans la commune dont dépend le musée. Donc, c'est tout. Je sais pas, moi, en tant qu'à Corso, je vais pas forcément. Effectivement, on est un carrefour entre plusieurs institutions muséales, mais la FEMS en est un autre. Et en l'occurrence, ce serait peut-être plus pertinent que ce soit la FEMS qui se charge de ça. Mais je voulais rebondir sur le fond, en fait. Euh, Tout dépend des finalités qu'on donne aux présentations, parce que pourquoi est-ce qu'il ne serait pas intéressant de montrer dans le Perche euh, que on ne s'habille pas en Normandie comme en Bourgogne. Je trouve qu'il y a peut-être une possibilité ici de dévoiler une originalité normande, du Perche en particulier, par contraste. C'est possible. Maintenant, c'est peut-être pas un bon parti, effectivement. Je peux le comprendre, mais à ce moment-là, si c'est pas un bon parti, le mieux, effectivement, c'est de prendre langue avec
le MUSEM ou la Bourgogne pour que effectivement les collections soient utilisées sur place. Voilà. Je ne sais pas de quoi il s'agit, de quel type de vêtements il s'agit. C'est vraiment, enfin, nous, on la situe plutôt dans le registre folklorique. Donc, on n'est même pas certain que ce soit des vêtements authentiques, entre guillemets. Mais le problème qu'on a aussi avec le musée, c'est qu'on a une collection qui est quand même assez conséquente, mais qu'elle est très peu présentée, en fait. Elle est sortie à l'occasion de quelques expos temporaires, et encore, ça date maintenant d'un certain temps. Et dans la collection permanente qu'on monte, bah, il y en a trois, quoi. Enfin, c'est trois mannequins et c'est tout, hein. Donc faire des rapprochements comme ça, des comparatifs, c'est très intéressant, mais là, nous, on n'a pas les moyens, pour l'instant en tout cas, de faire ce type de présentation. Je comprends. Ouais, bon, mais voilà, peut-être effectivement dans ce cas-là, vous rapprocher de musées bourguignons qui soient membres de la FEMS ou peut-être même en contactant le conseiller musée de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça peut être aussi une possibilité, faire quelques photos et de dire voilà, est-ce que vous auriez des éléments puis qui permettraient d'identifier peut-être aussi un petit peu plus précisément ces collections et est-ce que un musée en Bourgogne pourrait être intéressé par un dépôt, par exemple. Alors, le forum de la FEMS auquel vous avez accès en tant qu'adhérent et notre newsletter me paraissent aussi être des très bons moyens de se rapprocher des autres musées du réseau. Voilà, Ouais, bien j'en sûr. profite pour l'évoquer. Ouais, non, tu fais bien, François. Effectivement, enfin, c'est à ça que je pensais quand je parlais voilà, de la femme du site. Hein, c'est bien entendu au forum, il y a le newsletter effectivement en plus, mais tu fais bien de le préciser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir, apporter un commentaire? Oui, alors je vois qu'il y a. Voilà. Alors, Gaël je vois. peut-être, oui, en premier. Pardon? Alors, il y a Je vois Gaël qui a Mathilde levé la main. Ribet et deux autres personnes, mais je ne vois pas qui sont ces autres personnes. Donc, Alors, Gaël qui aurait a priori levé la main en première. alors voilà. Donc, Gaëlle. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces interventions qui étaient vraiment très enrichissantes et qui recoupent un peu celles qu'on a. Donc moi, je travaille au Parc naturel régional des Vosges du Nord, un service de conservation mutualisé pour 10 musées et un des 3 musées dont j'ai en charge la conservation, justement, met en place depuis le début de cette année un chantier des collections textiles. Donc c'est un musée, le musée du Pays de Hanau à Bouxwiller, qui est un musée de territoire, qui explique l'histoire du territoire en Pays de Hanau. L'histoire, donc ça parle des origines du château. Et il y a une section donc, qui s'intéresse justement à l'histoire locale et les sociétés locales et les habitants en Pays de Hanau. Donc on a des présentations du mobilier et aussi 3 vitrines qui s'intéressent aux collections textiles. Et le fonds est assez réduit. Actuellement, il y a 800 pièces à l'inventaire, mais on a un fonds de 3000 pièces qui n'a pas encore de statut et sur lequel j'ai mis un chantier des collections avec une chargée de mission inventaire écolement dédiée à ce chantier pour essayer de savoir la place qu'auront ces pièces. Donc, il y a des collectes qui ont été faites depuis les années 30 et l'ouverture du musée, mais il y a aussi des dons, comme plusieurs d'entre vous l'évoquaient, qui ne sont pas documentés. Donc, on a mis en place justement une étude spécifique de chacune de ces pièces avec, comme le mentionnait Candice, l'aide précieuse de la maison Bossert de Anne Wolf et aussi de Jean-Luc Net, qui nous apportent leur expertise sur chacune de ces pièces. Et mon objectif, ce serait justement de déterminer notre future politique d'acquisition sur le textile à l'heure de tous ces enjeux contemporains qu'on a évoqués, et notamment cette question du regard d'abandonner le localisme, mais comment le faire justement pour un musée de territoire qui est basé sur ce regard vis-à-vis des habitants, sur cette notion d'appartenance aussi. Et donc, c'est des enjeux vraiment très intéressants. Et nous, on a à l'heure actuelle une présentation qui date de 2013, puisque le musée a réouvert en 2013 avec un nouveau parcours. Et le choix a été fait à ce moment-là de présenter justement
les divergences entre monde citadin et monde paysan, dit rural, mais justement, on se rend compte que maintenant, on abandonne ce regard et comment le renouveler et comment en fait montrer ces évolutions tout en restant un musée de territoire. Donc, c'est vraiment la question que je me pose actuellement et que sans doute beaucoup d'entre vous se posent aussi. Jean-Pierre, a priori, Ouais, voilà, Jean-Pierre, tu voulais réagir? Oui, parce que c'est une question qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Quand on est musée d'un pays et qu'on a en charge de muséographier l'histoire de ce pays, est-ce qu'on peut abandonner, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut abandonner les réflexes localistes? Je pense que oui, il n'y a pas antinomie. Euh, D'ailleurs, on ne fera pas l'histoire d'un pays avec les présentations localistes que j'évoquais tout à l'heure. On va identifier une commune et puis on va s'arrêter là. C'est pas faire de l'histoire, ça. Donc, je pense qu'il y a effectivement des questionnements à trouver. Alors, je n'ai pas de solution miracle et absolument rien à suggérer au musée de Vauxvillers, mais clairement, on a évoqué tout à l'heure des questions sur le rapport entre le local et le global, des questions sur l'histoire du corps et l'histoire des manières de vivre son corps. En pays de Vauxvillers se posent des questions de cohabitation religieuse, par exemple. Il y a des tas d'entrées possibles, effectivement, et on n'est pas obligé d'en choisir une. Plusieurs. Il y a la question des circuits économiques. Comment le pays de Hanau construit-il son idée vestimentaire? Comment s'approvisionne-t-il et où et pourquoi? Ça, ce sont des questions qui, je pense, sont tout à fait intéressantes. Mais je ne peux pas répondre au-delà de ça. J'indique simplement une orientation générale, mais je crois que cette question est vraiment très intéressante et dans nombre de musées, elle peut être posée et débattue. Je crois que c'est l'intérêt d'ailleurs des échanges comme celui qui nous est offert aujourd'hui par la FEMS, où des colloques, Gaëlle était présente le 11 septembre 2021 à Paris. Je crois que la confrontation des expériences ici, de ce point de vue-là, me semble tout à fait intéressante. C'est posé d'ailleurs exactement la question ici de l'articulation entre la recherche muséale et la recherche universitaire, soit dit en passant. Et de ce point de vue-là aussi, ça me semble essentiel. Merci Jean-Pierre. Il y a également voilà, une question de la part de, je crois, une main levée de la part de Mathilde. Oui, bonjour. Donc Mathilde Rivet, je travaille pour le musée Comtois à Besançon. Donc déjà merci pour la qualité de vos présentations et pour tous ces échanges qui posent plein de questions et donnent plein de pistes de réflexion. Dans le musée dans lequel je travaille, donc je suis assistante de conservation, on a 3000 pièces textiles qui sont actuellement répertoriées. Beaucoup de vêtements qui viennent de collectes dans les années 50, 60, même peut-être 70, par le fondateur du musée, l'abbé Garneret. Donc on est sur des... On n'a pas de costumes... enfin, je ne crois pas qu'on ait de costumes folkloriques à proprement dit. Le musée Comtois n'a jamais trop présenté de costumes. C'est des choses qu'on aimerait faire dans le futur. On a énormément de collections éparses issues de collectes de sauvetage en fait d'urgence par l'abbé Garneret. Par contre, je voulais apporter mon témoignage pour une collecte qui a été faite dans les années fin 90, peut-être début année 2000. S'il y a des gens que ça intéresse, je pourrais donner plus d'informations. Je me permets de prendre la parole pour en parler, même si c'est une collection que je connais peu, mais qui m'intéresse énormément. À Besançon, donc on était une ville très, très religieuse, avec beaucoup de congrégations religieuses féminines. Et il y a eu une collecte menée par le musée et par des universitaires
qui se sont rendus dans toutes les congrégations religieuses de la ville et aux alentours et qui ont demandé aux sœurs de se vêtir et d'expliquer comment elles s'habillaient et dans quel sens. Et ça m'a fait penser à l'intervention du musée alsacien, pourquoi telle broche à droite et pas à gauche, pourquoi le tablier est noué de cette façon. Et l'équipe a fait des photos étape par étape de cet habillement. Et on a aujourd'hui les albums photos au musée avec les témoignages des sœurs. Et ce travail a donné lieu à une exposition dont nous avons encore les textes, mais je sais que tous les costumes ont été présentés à ce moment-là. Aujourd'hui, tout est en réserve et nous avons donc on a un costume dans les 18 salles de musée du Compas qui est présenté aujourd'hui. On va prochainement refaire repenser notre salle sur les croyances et on aimerait présenter costumes de deuil ou contemporains qu'on a acquis l'année dernière, je crois, qui racontent une histoire. En fait, on acquiert encore aujourd'hui dans les collections des costumes de communiantes ou costumes de deuil extrêmement documentés et qui font partie d'un ensemble, une trajectoire familiale. On va acquérir des objets en lien avec la croyance, mais aussi un costume qui va émerger dans cet ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était pour apporter mon témoignage et si ça intéresse des personnes pour en rediscuter. J'avais une petite question pour le musée alsacien qui a parlé de ses collections liées aux croyances et aux superstitions. Je voulais savoir quel type d'objet ça pouvait concerner les superstitions. Merci. Merci à vous. Merci Mathilde. Effectivement, oui, ce que tu disais là, c'est très très intéressant, ça fait écho chez nous. Alors non, je parlais des collections en lien aux superstitions, mais du coup ça n'a pas de lien avec le costume. C'était vraiment pour montrer la diversité des collections du musée alsacien et ça va être des tablettes de foudre, par exemple, voilà, vraiment des objets, les ex-voto. Voilà, c'est ça que j'entendais par objet de protection. Quel autre exemple on Les peut dégorgeoirs de donner? moulin. Voilà, exactement. Ouais, les dégorgeoires de moulin qui protégeaient les farines contre l'ergot de seigle. Enfin voilà, vraiment toute cette typologie d'objets. Et si tu veux qu'on en parle, on se contacte par ailleurs. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Là, je ne vois plus de main levée, mais peut-être c'est 10h45, peut-être une dernière question ou une dernière remarque? Je ne vois pas de main et personne ne prend la parole. Donc, écoutez, voilà, comme l'heure tourne et je pense que nous avons tous beaucoup de choses à faire. Voilà, il me reste à remercier très chaleureusement nos 4 intervenants du jour. Vous remercier également toutes et tous de votre présence. Voilà, donc comme vous le savez, hein, voilà, cet échange sera accessible en replay sur le site de la FEMS. Si vous souhaitez le réécouter ou si vous avez des collègues qui n'ont pas pu y prendre part, donc ce sera tout à fait possible. Je pense, François, voilà, très rapidement, hein, d'ici peut-être demain, voilà. A priori, début de semaine prochaine, ce sera accessible en ligne. Donc voilà, merci encore. Merci à tous, merci pour ces échanges. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais plus, François, j'avoue, si le thème des prochains jeudis de la femme s'est déjà arrêté, si on a déjà un thème et une date. Je ne me souviens plus. Je peux le dévoiler en exclusivité peut-être. Alors ce Oui, sera sur les arts vivants d'ici un mois, mais vous serez informé de la date précise dans la prochaine newsletter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également, où c'est le meilleur moyen de rester informé de l'actu de la FEMS. Voilà. Merci à tous et à toutes, et puis très bonne journée, et donc à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.